Bonjour, dans cette 27e séance sur C#, on va continuer sur les types de collections. On avait vu la pile précédemment et nous allons aborder la liste. On va avoir beaucoup plus de choses à voir que la collection précédente. Et j'ai préparé également du code, puisqu'on va faire un exemple un peu plus concret, on va dire. Parce que la liste est finalement le type de collection qui va revenir le plus souvent. Vous serez peut-être amené à utiliser le plus avec le dictionnaire qu'on verra un peu plus tard. Donc je trouvais intéressant de rentrer un peu plus dans le détail, on va dire, sur l'exemple que je vous montre en termes de code. Pour ceux qui auraient peut-être remarqué, ici j'ai écrit une classe qui représente un type de monstre, donc une monster card issue directement notamment du jeu de cartes Yu-Gi-Oh pour ceux qui connaissent, avec une carte de monstre qui est représentée par un nom, par un niveau, donc un nombre d'étoiles, des points d'attaque, des points de défense. On a ici le constructeur avec notamment des tuples, je sens qu'on avait déjà utilisé avant mais je n'avais pas forcément mentionné. Donc ceci, ce sont des tuples, sachez que ça existe en C#. Et ensuite on a réécrit la méthode toString pour pouvoir afficher toutes les informations, ce qui nous évite en fait d'afficher seulement une seule propriété à la fois, ce qui serait moins pratique. Ensuite dans le programme principal, j'ai créé en tout cas quelques cartes et ensuite on fait l'affichage un petit peu de tout ça. Je vous montre ce que ça donne au niveau exécution ensuite pour qu'on voit un petit peu de quoi on part pour ce qu'on va voir sur cette séance. Voilà pour ces cartes là. Ça vous avez un petit peu tout l'exemple. Une liste, si je dois vous expliquer, parce que la pile ça suivait quand même quelques règles en particulier, mais une liste c'est suffisamment explicite puisque vous l'utilisez dans la vie de tous les jours, au quotidien, et ça n'a pas de règles strictes. C'est-à-dire qu'une liste, on peut faire une liste de courses, une liste de tâches, une liste de joueurs, une liste de cartes, une liste de ce qu'on veut, et finalement il n'y a pas forcément d'ordre. On peut très bien avoir une liste ordonnée ou non, triée ou non d'ailleurs. On peut avoir une liste dans laquelle on ajoute des éléments au début, à la fin, en plein milieu, à un endroit bien précis, et pareil pour la suppression. On peut choisir de, par exemple, barrer une liste de courses, par exemple, vous barrez un élément de la liste. Vous voyez, il n'y a pas une règle stricte, c'est suivant une information bien particulière que vous pouvez ajouter, supprimer à un endroit précis. Donc en informatique, si en programmation en C#, on va retrouver un petit peu les mêmes règles, d'accord? Ça va être tout pareil. Et je vais vous montrer déjà en début de séance un petit peu ce qu'on a comme élément disponible, comme outil disponible au niveau de C#. Ce que je vous avais dit pour la pile, on avait donc stack, qui est finalement la version générique de stack aussi, mais au niveau des collections non génériques. Et ensuite on avait concurrent stack, qui est utilisé dans un environnement thread safe. Pour les listes, on va retrouver un peu le même principe, même si les noms bien sûr vont différer, puisque vous allez avoir tout simplement alors le cas classique qui va être ArrayList, d'accord. D'ailleurs pour ceux qui font de la programmation, qui ont fait de la programmation en Java, ça doit vous parler, ArrayList. Celui que nous allons utiliser, nous, c'est la liste générique, c'est list, tout simplement. Et on va avoir l'élément qui est à utiliser dans un environnement multithread, qui est concurrent bag, tout simplement. Donc si vous êtes en environnement multithread, vous utiliserez ça. Ça, on évite au maximum, puisque ce n'est pas générique, mais sachez en tout cas, voilà, pour information que ça existe. Et nous allons bien sûr utiliser le type list, qui lui est générique et va surtout être très pratique, puisque ici, comme vous le voyez, on ne va pas créer une liste de nombres, une liste de chaînes de caractères, une liste de je ne sais quoi, d'un type natif ou primitif. On va créer une liste de cartes de monstres. Donc ça va être bien plus intéressant, en tout cas, à manipuler par rapport à des exemples plus classiques. Voilà ce qu'on va faire. On y va, maintenant que vous savez un petit peu ce qu'est une liste, comment ça fonctionne, et un petit peu ce qu'on va faire au niveau de C#. On va ajouter bien sûr l'espace de nom qui va bien, toujours le même que pour la pile, generic, voilà. Comme ça on a tout ce qu'il nous faut. Ici on va rien modifier, je pense pas qu'on a modifié ça de toute façon, c'était vraiment juste pour l'exemple pour gagner du temps, parce que ça aurait pris pas mal de temps dans la vidéo de taper tout ce code là, et celui-là aussi. Donc au moins là on a toutes les informations qui sont déjà prêtes. Je vais tout mettre en commentaire, et on décommentera éventuellement ce dont on a besoin par rapport à la liste. La création de celle-ci va être très simple, liste, et ici on va pas travailler comme je disais avec des entiers ou quoi que ce soit, on va travailler directement avec des monster cards. On va fabriquer un deck de monstres, et ici, bien sûr, avec une liste au départ qui est un deck qui est vide. On pourrait, comme pour la pile, spécifier une capacité initiale, si vous voulez. Si par exemple vous savez que vous allez avoir un certain nombre de cartes, vous pouvez choisir ça. Et on pourrait également spécifier, alors on pourrait créer bien sûr depuis un énumérable, par exemple créer une liste en la remplissant au départ avec des éléments issus d'une autre collection ou d'un tableau, ça fonctionnerait bien évidemment. Donc on peut faire toutes ces choses-là au niveau de la liste. Et on va voir un peu les avantages que ça a également d'utiliser cette collection-là, en tout cas contrairement à d'autres. On va avoir beaucoup de méthodes, ou en tout cas celle qui me semble le plus essentielle, mais c'est vrai que la liste a beaucoup de choses. On peut vraiment faire tout un tas de manipulations avec ce type de collection, là où la pile était beaucoup plus restreinte, puisqu'elle a un fonctionnement quand même bien particulier.
Donc on verra tout ça ensemble. On va commencer à ajouter des éléments avant de voir notamment les propriétés, hein, parce qu'on va retrouver des choses propres aux piles aussi, mais bon là on n'a rien dans le deck, donc on va ajouter déjà quelques petites cartes, ce sera plus intéressant. Et après on aura quelques petites choses à afficher ensuite. Depuis le deck, vous allez utiliser la méthode add, et là encore une fois, on manipule un type personnalisé que nous avons créé nous-mêmes, donc on peut ajouter ces éléments sans problème. Voilà, et ensuite deck add, et on va ajouter Kuriboh. Donc, Kuriboh, le dragon blanc aux yeux bleus, et on va pouvoir afficher tout ça avec un parcours classique, comme pour un tableau, comme ce que nous avions vu sur la pile, avec voilà, une carte du deck. Pour chaque carte du deck, tu me l'affiches, et comme nous avions réécrit toString, ça va afficher toutes les informations, vous voyez, d'une seule instruction, donc on gagne vraiment beaucoup de temps. Et on a toutes les informations d'un seul coup d'œil. Voilà, le contenu de notre deck. Bon, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est changé depuis, hein, parce que ça remonte à plusieurs années, qu'un deck devait contenir minimum 40 cartes, donc là on est un peu, on n'a pas grand chose. En plus on n'a pas les cartes magie ou piège, ou les cartes fusion, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que là on n'irait pas très très loin, mais on a en tout cas quelques cartes de monstres, pour commencer en tout cas dans ce deck, avec toutes les informations qu'il nous fallait. Maintenant on va pouvoir commencer à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça, et voir un peu tous les outils très intéressants qu'on peut retrouver au niveau des listes. Déjà, comme pour la pile, on va retrouver de quoi vérifier le nombre d'éléments. Ça c'est classique. Nombre de cartes dans le deck. Deck.count. Ok. On va recompiler. Donc là on en aura 2, ça va de soi. Voilà, nombre de cartes dans le deck. Alors d'ailleurs je vais commenter ça pour le moment. Enfin, quoique en fait on va le réutiliser après, on verra. Je vais le mettre comme ça. Donc nombre de cartes dans le deck, propriété count, on l'avait déjà vu avec la pile, ça marche bien aussi. Éventuellement, même si là ça n'a pas trop d'intérêt, mais sachez que ça existe en tout cas pour la liste. Si vous voulez la capacité de la liste en question, vous pouvez le vérifier ici. Peut être intéressant par exemple de voir un petit peu comment elle grandit au fur et à mesure des éléments que vous ajoutez, quelle est la valeur de départ, combien ensuite ça a été doublé, etc. Ça peut être pas mal de voir ça, donc sachez qu'il y a cette propriété. Et là aussi, grand intérêt de la liste, au niveau notamment de la lecture, elle est vraiment conçue pour être très rapide en lecture, puisque pour ceux qui ont remarqué tout à l'heure, je vous avais indiqué que le type non générique, finalement pour les listes, c'était ArrayList. Et si vous programmez en Java, vous savez ce qu'est une ArrayList, et de manière générale en programmation, si vous avez travaillé dans d'autres langages, ou même là en C# de toute façon, vous savez que Array c'est un tableau, et qu'un tableau a la particularité d'être rapide en lecture, puisqu'on accède aux éléments avec un accès direct par indice. Bien justement, la liste va pouvoir utiliser le même système. Donc ici, si je veux par exemple afficher le premier élément de mon deck, je peux utiliser les opérateurs crochets pour accéder à l'élément d'indice 0, qui je vous rappelle est le premier, et dans ce cas-là, on a un accès direct, rapide, à un élément en tout cas de notre deck. Donc ça, gros avantage qu'on peut avoir si on veut faire des lectures régulières, ou en tout cas nombreuses, c'est d'avoir quelque chose de très rapide, puisqu'ici on n'a pas besoin de parcourir l'ensemble de la liste jusqu'à trouver le dragon blanc aux yeux bleus, il suffit juste d'indiquer l'indice qu'on veut, la carte qu'on veut afficher ici. Alors sauf si bien sûr on cherche une carte et dont on ne sait pas forcément si elle existe dans le deck, ça va de soi dans la liste. Mais ici, on voulait volontairement afficher la première carte, donc on a accédé à cette dernière par cet opérateur-là, et ça fonctionne très bien, et ça fonctionne surtout rapidement. Donc c'est encore une fois tout l'intérêt de passer par un accès par indice. Voilà concernant les propriétés. Au niveau de la liste, c'est grossièrement tout ce qu'il y a à savoir, en tout cas le plus important à savoir au niveau de la liste, ce que nous avons ici. On va aller un peu plus loin au niveau des méthodes, on a vu comment ajouter des cartes, donc ça c'est bien beau, on va voir comment supprimer des cartes. En temps normal, en travaillant avec des types primitifs, on pourrait retirer une carte, par exemple, suivant son indice. Après tout, de se dire, voilà, l'indice 0, etc., tu retires, pourquoi pas cette carte. Mais là, on travaille sur une liste de monster cards. Donc si j'essaye de passer par la méthode remove, qui permet de faire ça, par exemple, on pourrait indiquer la valeur ou l'indice, en disant, supprime-moi l'élément qui est en première position, finalement. Et bien là, vous allez être confronté à une erreur, a priori, puisqu'on manipule des monster cards, et ici, vous travaillez avec des entiers, et ça va lui poser problème. Donc là, la suppression est très simple. Pour le coup, vous pourrez choisir la variable qui fait référence à la carte en question. Si je veux enlever le dragon blanc aux yeux bleus, vous voyez, je remets son nom directement. Donc là, on ne se prend pas la tête, vraiment, au niveau de ce qu'on fait ici. Alors, oui, c'est bon, c'est affiché. Voilà. Et donc là, on a affiché tout le deck, et vous voyez qu'il n'y a plus que Kuriboh, le dragon blanc aux yeux bleus, paix à son âme, a été retiré du deck. Donc on peut procéder comme ça avec cette méthode remove. On retrouve bien sûr, je pense que vous l'avez compris,
la méthode clear qu'on va retrouver de toute façon un peu partout dans les collections au niveau de C#. Voilà, donc là, plus de cartes dans le deck, hein, visiblement quelqu'un est passé par là. On a cette méthode donc, classique qu'on retrouve aussi. Donc il y en a beaucoup, hein, add, remove, clear, voilà, on a vu celle-ci en tout cas. Et maintenant je vous avais dit que une liste, on n'avait pas de règle précise sur l'ajout. Après tout, vous avez vu que add, ça ajoute toujours à la fin de la liste, hein, donc à la suite. Mais si je veux ajouter un élément à un endroit en particulier, ce serait pas mal de pouvoir le faire. Et justement, on va pouvoir le faire en utilisant notamment insert. Insert va prendre en premier lieu l'indice, donc si je veux afficher au tout début de la liste, eh bien je vais mettre par exemple 0, et ici on va ajouter une autre carte, on va mettre Jinzo, hop, et ensuite on affichera la totalité du deck, donc je vais faire ça comme ça, et là il va être placé ailleurs, vous voyez, dans la liste en fonction de ce qu'il y a. Donc la liste n'est pas triée, elle n'a pas pour but de se trier automatiquement en fonction de ça, en tout cas pas celle-ci, on a éventuellement le type sorted list, si vous voulez, hein, qui existe en C# pour avoir des éléments triés, mais ici ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de tri qui est effectué ici par défaut, ça met les éléments là où vous voulez, donc ça peut être trié ou non, ça c'est vous qui voyez, mais ça met les éléments effectivement à l'endroit où vous voulez les insérer, et éventuellement et aussi les supprimer. Donc là Jinzo a bien été mis au début du deck, en tout cas au début de notre liste, donc il passe avant le dragon blanc aux yeux bleus, ça fonctionne effectivement bien comme ça. Donc vraiment plusieurs possibilités, vous voyez, vraiment plusieurs possibilités. Alors, vous savez, ça que je suis allé un peu vite au niveau de remove, parce que nous avons aussi une autre méthode qui est remove at. Et là, remove at, c'est intéressant. Parce que rappelez-vous, on a dit encore une fois que la liste travaille avec des indices. Donc, a priori, si on fait ça, alors il est toujours le... Ah, je l'ai enlevé, mince. On va le laisser. Bon, il n'aura pas duré longtemps, Jinzo, c'est pas grave. La carte qui, une fois arrivé sur le terrain, bon, après, il n'est pas touché par les pièges. C'est justement son effet, mais vous voyez qu'on l'a retiré directement. Donc remove at, ça, comme l'indique, hein, retire à l'indice ici, et bien l'élément présent. Donc là ça retire bien le premier, ce qu'on a ajouté en 0 Jinzo, donc évidemment il est bien supprimé comme cela a été prévu. Donc vous avez vu add, insert, remove, remove at. Ça vous fait déjà en 4 méthodes. On a vu aussi clear d'ailleurs, hein, mais bon c'est assez classique. Ça fait déjà beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'outils utilisable à ce niveau-là. Alors pareil, insert, si jamais vous voulez ajouter plusieurs éléments, vous pourrez ajouter en fait des éléments sur, par exemple, un énumérable avec insert range. D'accord. Et là, à ce moment-là, ici, vous ne passez pas qu'un seul élément, vous pouvez passer par exemple une autre liste ou un tableau. Voilà, tout élément qui implémente, donc je rappelle, un enumerable, voilà, peut être passé en second argument pour insert range. Vous pouvez faire ça comme ça. Ce qui fait que ça va se mettre en fait à l'endroit où vous voulez, donc à l'indice où vous voulez, et ça va ajouter tous les éléments que vous aurez passés ici. Donc si vous avez plusieurs cartes à mettre d'un coup à un endroit, par exemple à partir du début de la liste, vous pouvez faire ça comme ça. Donc ça c'est un autre cas qu'on peut utiliser si on veut ajouter vraiment plusieurs cartes d'un coup. Ok, donc on a vu beaucoup de choses, je vais vous les noter quand même. Je sais que des fois je vous dis je note pas forcément tout, mais c'est pas pour le temps que ça rajoute. Donc on va voir ça. On a vu add. Oui, c'est ça. On a vu. Alors je vais mettre tout ensemble. Voilà. Ça fait quand même pas mal. Puis bon, moi, ça me permet ça, moi, après en tête de me dire ce que j'ai pu oublier, et ce que je veux surtout qu'on voie ensemble. Donc ça m'aide aussi, mine de rien, d'avoir des notes comme ça au niveau du code. Ok, donc on a tout ça. Et on a, voilà, possibilité de manipuler un petit peu tout ce qu'on retire, etc. On a une autre méthode qu'on avait vue également hein, avec les piles qui est contains. Elle existe aussi, donc si vous avez besoin de chercher une carte en particulier, donc ça je vais l'enlever. Hop. Deck.contains et après, on pourrait se demander mais contient quoi? C'est-à-dire que je vais faire carte est présente dans le deck. Contient quoi? Bah, on pourrait se poser la question. Dire bah, est-ce que si je fais ça, c'est bon? Alors peut-être que déjà certains savent ce qui va se passer, d'autres peut-être non. Et là, si on regarde bien, on revient au même problème que remove tout à l'heure. On essaie de convertir encore une fois une string en app.monstercard. Donc le truc en fait, c'est de vérifier si une carte existe. Donc par exemple, il faudrait une autre variable éventuellement qui soit identique. Moi, je vais reprendre la même. Me dire, est-ce que Kuribo existe en fait? Est-ce qu'on a effectivement cet élément-là? Est-ce qu'il est présent dans mon deck?
J'ai string en... Comment ça? Oh mince, je l'ai pas mis au bon endroit. Désolé. J'allais dire, c'est pas normal là, l'erreur. Tout va bien. Voilà, cette carte est présente dans le deck. Maintenant, je vais te commenter ça. Dark Magician, Magician, voilà. Bon, il est créé, d'accord? Il existe, ok? Mais on l'a pas ajouté, donc on va faire le test. Est-ce qu'il y a un magicien sombre, ou dans l'animé, hein, comme il est dit dans l'animé, le magicien des ténèbres, bien sûr, dans la liste, et on voit que non, il n'est pas présent dans le deck, donc ça correspond bien. Donc classique, mais vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça, attention, j'insiste à nouveau là-dessus, parce qu'évidemment, si vous créez une liste de type primitif, entier, chaîne de caractères, etc., vous n'allez pas forcément tomber dans ces pièges-là avec Contain, parce que vous allez tester les données, comme on le fait assez rapidement et assez naturellement en programmation. Mais dès que vous allez commencer à créer des collections d'un type à vous, n'oubliez pas que vous manipulez ce type-là. Donc votre monster card, ce n'est pas une chaîne de caractères, ce n'est pas un entier, ce n'est pas un booléen, c'est une monster card, c'est-à-dire tout ça. Donc forcément, on ne manipule pas les données de la même manière qu'avec des simples types primitifs. Donc il faut prendre tout ça en compte quand vous programmez au niveau de vos applications. Voilà pour Contain, je l'ai noté, ok, Contain. Donc ça c'est les plus, j'ai envie de dire, le plus classique, on va dire, c'est vraiment les modifications, les fonctionnalités essentielles, d'accord, ajout, suppression, vérifier l'existence d'un élément, vider la liste au complet, vraiment le plus classique. Alors ça je vais l'enlever parce qu'on n'en aura pas besoin de toute façon. Voilà. Et on peut avoir d'autres choses également, d'autres outils maintenant, qui est tout l'intérêt finalement d'avoir une liste, c'est-à-dire de vérifier si on a plusieurs cartes à l'identique. Après tout, rien ne m'empêche de rajouter un autre dragon blanc. Voilà. On va refaire un affichage là, parce qu'après tout, on n'a pas mis de règles ou autre. La liste ne nous interdit pas d'avoir des doublons, encore une fois. Donc ici, il n'y a pas de, voilà, comme je disais, de règles strictes. On peut avoir des cartes en double, il n'y a pas de problème. Et ça tombe bien, dans un deck Yu-Gi-Oh! On peut effectivement avoir des cartes en double jusqu'à 3. Pareil, à moins que c'est changé, je vous dis, ça fait des années, bien sûr, que je n'ai pas... quelques années que je n'ai pu jouer aux jeux de cartes, sans même parler des jeux vidéo. Donc des règles ont peut-être pu changer entre-temps, vu le nombre d'évolutions qu'il y a eu, et les changements sur les règles aussi. Donc on a tout ça. Et il me semble même d'ailleurs certaines cartes, c'était qu'en un exemplaire, des cartes particulières. Notamment comme les Raigeki qui après fut bannie et interdite dans les tournois. Donc on a tout ça. On va mettre voilà, Celtic, le gardien celte, on va aussi voilà, le mettre, ça sera fait. Donc on a comme ça notre liste de cartes ici. Et là, si on veut vérifier, par exemple, récupérer tout simplement, si vous voulez, l'indice de la première fois en fait qu'on rencontre le dragon blanc aux yeux bleus. Là, ça peut être éventuellement utile de faire ça. Si on veut savoir en fait où il se situe, d'accord, quelle est la première occurrence du dragon blanc aux yeux bleus. Et bien dans ce cas-là, on va faire donc directement, moi j'affiche, faire ça ici. Donc l'index de, et de quoi? De dragon blanc aux yeux bleus. N'oubliez pas, même règle que tout à l'heure, on manipule des monster cards, on n'est pas dans des entiers ou autres, ou des chaînes de caractères, donc il faut travailler tel quel. Voilà. Existe-t-il donc effectivement ceci dans la liste, qu'il faut qu'il existe dans la liste, et là on vous indique indice 1, ça correspond, c'est-à-dire le deuxième élément de la liste, et effectivement il est bien en deuxième puisque c'est Jinzo qui est en premier. Voilà. Si j'essaye de faire ça avec Celtic Guardian, et bien en plus de ne pas retourner quelque chose, simplement il n'existe pas. Donc, vous voyez, forcément ça procède à un parcours, et là ça ne déclenche pas d'erreur, donc sachez-le, c'est pour ça que vous le voyez, ça retourne -1, voilà, dans le cas où l'élément n'est pas trouvé. Donc si vous voulez faire un test, par exemple, vous voulez récupérer l'indice d'un élément, mais en même temps vérifier qu'il existe, tant qu'à faire, eh bien, vous pourrez traiter le fait qu'il n'existe pas en vérifiant le retour de la méthode indexOf, et si elle retourne -1, c'est que l'élément n'existe pas. Si vous voulez juste vérifier bien sûr la présence d'un élément, on utilise contains, ça va plus vite. Donc indexOf, comme ça vous avez vu un petit peu ce que l'on avait. Si on veut par contre le dernier indice, puisque ici ça a retourné le premier endroit, le premier indice où on rencontre un dragon blanc aux yeux bleus, mais s'il y en avait plusieurs, et c'est le cas ici, moi je veux le dernier, donc je vais utiliser la méthode last index of. Donc vous voyez, il n'y a pas first index of, parce qu'en fait par défaut, index of c'est first index of. Donc ils n'ont pas, alors je dis ça parce que dans certains langages ils font par exemple ça, on va retrouver les deux méthodes comme ça. Ici en C#, c'est ce nom-là pour le première occurrence et ce nom-là pour la dernière occurrence. Donc là pareil, on affiche tout ça, je vais aller accélérer un tout petit peu parce qu'on a encore pas mal de choses à voir mine de rien, et c'est effectivement l'élément qui est en 4e position, donc indice 3. On a vu un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On a ToArray, évidemment, je ne vais pas vous remontrer, mais voilà, ça existe aussi, je vous avais dit que ça existait, je vous l'ai montré rapidement avec la pile, comment ça marchait, ça existe à nouveau pour la liste. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est pour le tri.
Ça va être super intéressant parce que nous avons des méthodes pour faire un tri. Alors, comme on avait expliqué peut-être avant et même dans d'autres cours, pour ceux qui suivent d'autres cours de la chaîne, faire un tri de chaînes de caractères, faire un tri d'entiers, etc. Le langage sait faire. Tout a été justement déjà développé pour être capable de faire un tri lexicographique, un tri alphabétique, un tri au niveau des valeurs numériques. Donc ça, c'est pas un problème. Faire des tris croissants, décroissants, il n'y a pas de souci. On a donc des méthodes comme sort et reverse. Sort pour évidemment trier les éléments de manière croissante et reverse qui va simplement inverser l'ordre des éléments. Donc si vous voulez décroissant, un sort avec éventuellement des paramètres ou un sort suivi d'un reverse pour faire un tri croissant et ensuite on inverse un petit peu le tout. Là, et c'est aussi pour ça que je vais prendre cet exemple pour que ce soit utile en fait d'aller un petit peu plus loin sur cette séance là, et bien c'est qu'on doit trier des monster cards et ça notre ordinateur il connaît pas. C'est pas ce que c'est une monster card. Voilà. On a une classe effectivement, mais vous voyez monster card c'est un peu plus qu'un simple entier ou une chaîne de caractères. Comment doit-on effectuer le tri de ces cartes finalement? Est-ce que faire le tri de ces cartes c'est sur leur nom? Est-ce que c'est sur leur nombre le niveau? Donc nombre d'étoiles. Est-ce que c'est sur leur point d'attaque? Est-ce que c'est sur leur point de défense? Et on devrait éventuellement pouvoir faire un tri en fonction d'un cas spécifique. Par exemple, si vous voulez trier, ou plus tard vous voulez faire un jeu avec une interface graphique, vous voulez par exemple trier vos cartes par ordre de points de défense, en cherchant celles qui ont le meilleur point de défense, vous comprenez que ce ne sera pas du tout les mêmes règles de tri que si vous dites, en fait je les trie par ordre de niveau, puisque celles qui ont 4 étoiles ou moins, ne nécessite pas notamment de sacrifice pour être invoqué. Donc là je parle aux joueurs du Yu-Gi-Oh! Sinon si vous ne connaissez pas ce n'est pas grave, c'est juste de la culture générale, donc ce n'est pas nécessaire et obligatoire pour comprendre évidemment la programmation au niveau de la vidéo elle-même. Donc nous on va regarder ça, voir un petit peu comment on peut procéder à un tri, parce qu'effectivement, donc là on a ajouté Dragon Blanc aux yeux bleus, on a mis Kuribo, on a mis Jinzo, etc. On peut tenter de manière naïve de faire un tri avec ce qu'on a ici. Donc je vais aller, ça je vais le laisser là. On va l'afficher bien évidemment, et pourquoi pas même l'afficher avant et après. Ça peut être pas mal. Donc là, right line, je vais aller là. Voilà, on va faire le tri. Oui bon, ça change rien ici, mais on va le faire là. Deck, et on va faire sort. Alors déjà on peut faire reverse, après tout. Reverse, que vous voyez, parce qu'il y a des choses qu'on peut quand même voir. Voilà, donc on avait Jinzo, Dragon... j'ai enlevé une carte, ah oui j'ai enlevé il y en avait 3, on va en mettre d'autres. On va toutes les mettre de toute façon, on va faire ça. On va mettre tout le monde là, hop, c'est cadeau, quand même. Je les ai pas fait pour rien les pauvres. Hop, le magicien sombre, j'en avais fait que 5, voilà, c'est très bien. On recompile, on exécute tout ça, et voilà. Donc vous voyez, Jinzo, Dragon Blanc, Kuribo, Gardien 7, Magicien Sombre, on appelle à la méthode reverse, ça a donc inversé tous les éléments. Donc ça fonctionne. Reverse, c'est juste, on inverse l'ordre qu'on a, donc l'ordre de tri. Donc évidemment, il n'y a pas de problème ici, ça ne change rien, parce qu'on n'a pas besoin de le faire sur un élément en particulier. Donc le tri fonctionne très très bien. Maintenant, si on veut commencer à trier de manière croissante, par exemple de dire, voilà, trions des cartes Yu-Gi-Oh de manière croissante, donc là on va faire appel à sort, et voyons un petit peu ce qui se passe par défaut. Quel est le comportement un petit peu par défaut qu'on va observer ici. Alors déjà vous voyez que le programme plante, malheureusement, et encore heureux, parce que sinon il aurait pu choisir lui-même de faire un tri sur un élément en particulier, et le truc c'est que voilà, on n'aurait sûrement pas eu ce qu'on voulait, ou pire encore, ce serait peut-être tombé au hasard sur le bon ou pas. Donc là évidemment, comparer deux éléments dans un tableau, bref, on voit qu'il y a des problèmes. On voit qu'il y a des tableaux cachés derrière des listes en réalité, c'est pour ça qu'on a encore une fois que c'est par indice. Donc on comprend bien que ça va pas être possible de procéder comme ça. Mais pas de problème, évidemment, là où il y a un problème, il y a une solution, et nous allons régler ceci. Comme on veut effectuer un tri suivant une méthode de comparaison particulière, eh bien il va falloir l'implémenter. Il va falloir en fait au niveau de notre programme écrire comment il va falloir trier des cartes de monstres. On est obligé de en fait préciser tout ça. Pour ça, moi je préfère créer une nouvelle classe. Donc je vais aller ici. Je vais faire un Monster Card Comparer. Donc comment on compare en fait des Monster Cards. Donc je reprends ce nom-là. Je vais faire ça ici. Je vais aller là. Monster Card Comparer. Et ici, on va implémenter l'interface Comparer. D'accord? Et là, alors on va trier des Monster Cards. Donc voilà, on indique le type que nous avons créé nous-mêmes. C'est tout l'intérêt.
hein, puisque c'est ça qu'on manipule ici. Ok, alors on verra s'il faut ajouter d'autres choses par la suite, ça ira très bien de toute façon. Maintenant qu'on a ça, qu'on a cette classe, on doit implémenter la méthode qu'elle a, qui est compare. Elle a une seule unique méthode, sauf si des bêtises, que ça y est, des fois entre différents langages, hein, je peux me tromper ou confondre, mais normalement elle n'a qu'une seule méthode, qui est compare. De toute façon, ça, on verra si on a oublié d'implémenter quelque chose, on l'aura. Donc c'est compare, et compare qui va indiquer comment on compare deux éléments. La signature va être très simple, d'accord. On va envoyer un entier, d'accord. Et la signature, donc c'est la méthode compare, qui va prendre en paramètre les éléments à comparer. Donc les éléments à comparer, c'est ici deux cartes. Donc une carte A et une carte B. Et là, vous allez pouvoir effectivement indiquer, définir comment vous comparez vos cartes. Comment se fait l'ordre finalement entre deux éléments. C'est une comparaison des plus classiques. Pourquoi ça renvoie un entier? C'est très simple. Si A est plus grand que B, vous renvoyez -1, d'accord. Si A est plus petit que B, alors je vais mettre plutôt vous renvoyez 1. Et si A est égal à B, vous renvoyez 0. C'est le type de comparaison classique, et l'envoi de ces trois résultats différents suffit, donc un entier, pour pouvoir comparer chaque carte une à une. Et là, forcément, on comprend que on peut pas, c'est pas comme comparer un nombre avec un autre, sinon on n'aurait pas besoin de faire tout ça si Sharp saurait faire la comparaison tout seul. Là, pour lui, c'est monster card, donc comment je détermine qui est plus petit que l'autre, qui est inférieur à l'autre, ou une égalité entre les deux. On doit donc voir un petit peu tout ça. Pour cela, vous choisissez les règles que vous voulez. Voilà. Encore une fois, là, il n'y a pas d'obligation, c'est vos cartes, hein, c'est votre application. Donc évidemment, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais choisir d'effectuer le tri par niveau de carte. Voilà, mettre les cartes qui ont le niveau le plus haut en premier, et mettre du coup les cartes avec le niveau le plus bas en dernier. On pourrait choisir encore une fois les points d'attaque, les points de défense, pourquoi pas un tri suivant le nom, ce qu'on veut. Mais moi, je vais trier comme ça. Donc je vais faire le tri en question. Donc ici, je vais indiquer si A.level est plus grand que le niveau de B, donc vous voyez là le tri va être du coup très simple, et on retourne ce que je vous avais dit. Sinon, si le niveau de A est inférieur au niveau de B, on retourne 1, et dans tous les cas, ça veut dire qu'on a une égalité, donc on retourne 0, et ça va être effectué pour chaque carte. Voilà notre comparateur qui a été fait. Non, pas comparateur d'articles sur un site marchand, mais un comparateur ici de cartes de monstres. Et là, c'est très pratique maintenant. Maintenant que nous sommes ici, au niveau de sort, qui, vous voyez ici, n'était pas suffisant, il nous manquait des informations, on va pouvoir utiliser notre comparateur, qui est ici. Alors, vous pouvez créer une variable intermédiaire, bien évidemment, vous pouvez le créer dans une variable à part, sinon, vous pouvez directement faire un new monster card comparer. Et voilà. Et c'est cette méthode qui va être utilisée pour comparer chaque carte une à une. Donc si j'ai pas fait de bêtises dans le code, en parlant, normalement ça devrait être bon. Alors oui, il est introuvable, il me manque la comparer. C'est dans collection ou générique, l'un ou l'autre, parce que là c'est en plus générique là. Hop. Tous les langages, à chaque fois on n'a pas le même. Alors là c'est juste un warning, hein, c'est pas une erreur, mais je regarde quand même ce qu'il me met, des types référents. Implicitement, j'ai oublié quel nom, je peux oublier. Déjà, est-ce qu'il m'a fait le tri? Oui, il m'a fait le tri. Il faudra que j'envoie. Alors j'ai peut-être oublié une information. Encore une fois, un avertissement, ça n'empêche pas la compilation. Mais c'est qu'il y a sûrement des choses qu'il faudrait que je rajoute. Après, moi je vous mets le code, encore une fois, le plus petit, mais oui, on pourrait bien évidemment rajouter des informations en plus si on veut. Mais moi je voulais surtout implémenter ça. Donc voilà, donc on a le tri, on a bien donc Jinzo, alors non, oui, pardon. Vous voyez qu'au début on avait donc les cartes par défaut, et ensuite cette fois-ci la liste a bien été triée suivant le niveau. Donc cette fois-ci c'est bien le dragon blanc du bleu qui passe en premier, parce que c'est lui qui a le niveau le plus haut, et c'est Kuribo qui a le niveau le plus bas. Voilà, à tout moment, encore une fois, surtout que là c'est très simple, si on veut changer en triant sur le niveau d'attaque, on pourrait faire ça. Voilà. Après, si les gens, par exemple, voulaient faire plusieurs niveaux plusieurs comparateurs, créer plusieurs classes. C'est-à-dire que là, par exemple, on peut dire Monster Card Comparer by Attack, par exemple. D'accord.
Et après, vous faites une autre classe pour comparer par rapport au niveau. Et ensuite, ici, vous utilisez le comparateur que vous voulez. Si vous voulez faire un tri sur l'attaque, vous appelez la bonne classe, vous l'instanciez, et sinon vous instanciez une autre classe. Vous voyez comment vous pouvez procéder très rapidement et ça marchera très bien. Donc on peut comme ça travailler rapidement, en tout cas au niveau des comparateurs qu'on fait. J'ai dû oublier quelque chose. Ah oui, bien j'ai repris le nom. Non, je ne vais pas le modifier, moi je vais le laisser comme il est, ça ira très bien. Voilà. Et là évidemment, on avait les cartes comme ça, vous voyez que c'est lui qui est en premier, parce que c'est évidemment lui qui a la plus grande attaque. Et c'est ça change pas en fait. Ah non, si. Non, je suis pas sûr que ça changeait beaucoup par rapport à tout à l'heure. Parce qu'en fait, ça correspond, et c'est bien parce que le nombre d'attaques correspond au nombre d'étoiles en fait. Bon, c'est pas voulu, hein. C'était pas voulu, mais oui, ça fait le même tri en réalité par rapport aux cartes qui sont présentes là dans la liste. On va changer quand même pour avoir un autre tri, même si, bon, vous avez maintenant compris le principe. Voilà, et là effectivement, lui a les plus grands points de défense. C'est la même chose aussi, bon c'est pas grave. Dommage, j'ai mis dans la liste que des cartes où peu importe je fasse un tri sur l'attaque, la défense, le niveau, le tri à la fin va être le même. Bon, c'est pas grave, il a fallu que je mette une autre carte qui avait genre pas beaucoup en attaque mais beaucoup en défense, par rapport au dragon notamment. Et ça aurait, genre une carte, il y avait le labyrinthe là où qui avait 3000 de défense, ça aurait aidé. C'est pas grave, au moins bon, ça fonctionne, de toute façon c'est ce qu'il fallait voir un petit peu à ce niveau là. Comme ça vous voyez un peu comment que ça se passe au niveau du tri qu'on peut faire. Donc c'est évidemment très pratique. Bon, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer au niveau des différentes méthodes, au niveau du tri qu'on avait à faire. Donc vous voyez, ça se met vraiment facilement en place, il n'y a pas de piège, ça se fait très simplement et surtout c'est très efficace. Donc on a quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Donc au moins vous voyez un peu comment ça marche. Donc ça, n'hésitez pas, hein, ça prévaut également pour d'autres langages, si vous programmez dans d'autres langages. Quand vous faites, évidemment, vous utilisez du tri sur des types natifs ou primitifs, ça fonctionne très bien, c'est pris en charge par le langage. Mais dès qu'il s'agit de types à vous, un type personnalisé, il faut généralement implémenter les interfaces quand elles sont disponibles ou implémenter réécrire éventuellement des méthodes pour pouvoir indiquer comment se fait le tri. Et ici, ça fonctionne très simplement de cette manière. Comme ça, vous avez un petit peu tout qui est présent. Alors, il y a d'autres manières de faire, on peut aller beaucoup plus loin, bien sûr, à ce niveau-là, mais au moins, voilà, vous voyez un peu comment ça marche. De toute façon, on verra sûrement d'autres choses pour les énumérations, etc. dans d'autres vidéos, notamment quand on parlera des itérateurs, donc vous inquiétez pas, parce que là, c'est pas le sujet de la vidéo précisément. Je vais juste me contenter de ça, mais il y a d'autres détails qu'on verra sur d'autres séances un peu plus après, en tout cas dans ce cours, pour que ça complète un peu tout ça. Bon, là vous avez un très bon exemple, pour le coup ça vous donne un exemple assez pratique sur ça, puis s'il y a des gens qui adorent les jeux de cartes Yu-Gi-Oh, ça vous donnera encore plus de motivation à vous entraîner à C# avec ça, vous pouvez reprendre cet exemple et puis pourquoi pas le compléter. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui diront tiens ça me donne plein d'idées, ce sera l'occasion pour vous, pourquoi pas implémenter d'autres types de cartes avec des informations un peu plus complètes ici, et vous pourriez faire quelque chose d'assez intéressant, donc ça peut être sympa pour vous exercer. Et je recommande, de toute façon je vous conseille toujours quand vous vous entraînez à faire des exercices, essayez de trouver des trucs qui vous plaisent en fait, hein. C'est la petite parenthèse de fin avant de finir. N'hésitez pas à vous servir de jeux, de logiciels, de choses qui existent déjà, que vous adorez, et forcément c'est beaucoup plus motivant, beaucoup plus intéressant à écrire du code et à apprendre surtout à programmer quand on part sur des exemples là, peu importe le jeu, peu importe ce qui vous intéresse. Vous avez plein d'idées, vous pouvez comme ça retrouver toutes les infos sur les sites, les forums en question, quand vous cherchez des noms de cartes, des noms de monstres, League of Legends ou que sais-je. Et après vous pouvez comme ça, dans vos programmes, utiliser toutes ces informations là, et ça rend évidemment l'écriture de code beaucoup plus intéressante. Ça donne du sens un peu à ce que vous faites, et quand on donne du sens à ce qu'on fait, on progresse beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Je vous dis à bientôt pour la suite. On abordera, je pense, les fils. Donc là, c'est un type particulier aussi, comme les piles. Là, ça suit quand même des règles bien particulières. Pensez notamment aux files d'attente dans les cinémas, ça vous parlera beaucoup. Donc on sera sur quelque chose d'un peu plus léger que ce qu'on a vu là sur les listes, mais ça permettra comme ça de compléter à nouveau avec un autre type de collection en C#. A bientôt, passez une bonne journée, ciao.